je lâche le non-amour de moi, puisqu'il y a bien de l'amour, et puis, ma foi, si je vais faire un tour dans les yeux de ma mère, à ce moment-là, et on va en séance, on va pouvoir se déplacer dans les yeux de sa mère, et on va regarder le ventre, hein, pendant qu'elle m'a, moi, dans le ventre. Si vous regardez le ventre d'une femme enceinte, est-ce que vous voyez le bébé à l'intérieur? Bon, non, hein, vous n'avez pas des yeux à rayons X, que je sache. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, finalement, est-ce que c'est de toi, à un moment donné, qu'elle a eu l'idée qu'elle ne voulait pas? Ou est-ce que c'est d'un bébé abstrait? Ah ben c'est d'un bébé abstrait, bien entendu, parce qu'elle ne me voit pas moi. Ah bon, c'est pas de toi qu'il s'agit. Je veux dire que s'il y a plein d'autres bébés qui seraient bien à ta place, ce serait la même chose. Ah ben oui. Ben alors ta valeur, est-ce qu'elle a quelque chose à voir là-dedans? Ben non, pas du tout, elle est intacte, ma valeur. Ah, mais ça change tout. Ça change tout. Pourquoi? Parce que, ben tout ça, c'est terminé, hein. Vous avez compris? Ça change tout, ça veut dire que tout d'un coup, je retrouve quelque chose qui va me redonner l'élan de vie. Et l'élan de vie, c'est déjà que je vais pouvoir me relier à quelque chose qui est très fort, et ça, c'est essentiel pour avancer. Comment voulez-vous avancer dans la vie si vous n'avez pas un lien avec vos deux parents? Et on va le voir dans la généalogie. Nos deux racines, papa, maman. Deux racines qui amènent quoi? Qui amènent la sève à l'intérieur de nous. Sans cette sève, sans cette énergie d'amour, comment voulez-vous que je trouve l'énergie pour avancer dans la vie? Pas possible. Et là, je vais la retrouver. J'ai cru que j'en étais coupée. J'ai cru que je ne la méritais pas. Que j'étais moche et sans valeur. Et du coup, j'en ai fait des choses. On va voir quoi. Et là, tout d'un coup, je me rends compte que je suis quelqu'un de tout à fait bien. Et qu'il y avait un oui, si je suis là, c'est pour quelque chose. On va voir pourquoi. J'ai un petit peu de temps, je voudrais vous donner une autre empreinte, juste pour que vous compreniez. Par exemple, de l'empreinte de la vie intra-utérine, il s'en passe des choses dans cette vie intra-utérine, c'est phénoménal. Tout ça, bien entendu, sans que la mère en soit consciente, puisqu'elle ne vous voit pas, justement. Hein. Et même aujourd'hui, quand on fait une échographie, on se demande pourquoi le bébé gigote dans le film. Il y a plein de raisons pour lesquelles il peut gigoter, pas forcément celles auxquelles pensent les parents. Par exemple, si je suis un embryon et que je sais que je suis une fille, et que tout d'un coup je capte dans les pensées de ma mère ou de mon père, on a préparé la chambre en bleu. Hein. Ça va être un garçon, il va porter le nom de la famille. Chouette, hein. Un jour, j'accompagnais une femme qui a vécu comme ça cette empreinte de préférence de sexe. Et quand sa mère, une jeune femme, quand sa mère a fait l'échographie, impossible de voir le sexe. Elle avait toujours les jambes fermées. Mais oui, hein, on est déjà conscient à ce moment-là. Sauf que, qu'est-ce que je vais mettre en place? La croyance que je ne suis pas conforme. Vous savez, la croyance que je ne suis pas conforme, elle va après continuer à se répéter dans ma vie. Je vais même parfois avoir l'impression que je suis un imposteur. Je ne suis pas conforme à ce qu'on voulait. Et je me sens coupable de ne pas avoir été conforme. Je ne suis pas le garçon qu'il voulait, je suis une fille. Merde. Bon. Culpabilité, reculpabilité. On va la trouver partout, cette fichue culpabilité. C'est la chose la pire que nous puissions avoir, ça. Hein. Mais il y en a d'autres. Et bien entendu, comme stratégie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le devenir, hein, ce garçon qui veut. Je vais devenir un bon garçon manqué, ma féminité, je vais l'oublier dans les coins. Hein. Mais dans la vie intra-utérine, on peut vivre des tas de choses. Si par exemple, nous avons vécu, nous arrivons dans un ventre où il y a déjà eu une IVG. Ah. Et la matrice porte la marque de cet enfant qui est mort avant. Une IVG, c'est pas une fausse couche, c'est une IVG. Ça veut dire que c'est une matrice qui est dangereuse. Qui plus est, si ma mère a des pensées d'IVG, juste des pensées. Alors, je ne dis pas si en plus elle essaie de passer à l'acte. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve dans le ventre avec une terreur de mourir. Terreur qui va générer ensuite chez l'adulte des angoisses phénoménales. Comment je vais réagir? Je vais réagir d'une façon bien simple. Hein. Je vais me mettre en hypervigilance. Vous savez, ces gens qui sont insomniaques, ces gens qui sont toujours, ou hyperactifs aussi, hein, parce qu'on a vu une des causes d'hyperactivité avec Nicole, mais il y en a d'autres. Si à un moment donné, je me dis que si jamais je baisse ma garde, ça peut me venir sur le coin du nez à tout moment, vous comprenez que je suis dans un état d'angoisse, d'hypervigilance en permanence. Alors que la réalité, elle est que j'ai quand même continué à vivre. Hein. C'est simple à recadrer. Il suffit de revenir au moment où je l'ai mis en place et puis que je dise, au petit embryon, là, je dis, hey, oh, regarde la tête sur le futur, là. L'adulte, il est bien en vie. Ah bon. Et puis, je voudrais qu'on parle aussi d'une empreinte qui est très importante, hein, et dont nous devons la découverte, d'ailleurs tous les travaux, nous les devons au docteur Codinbert, hein, c'est la gémellité perdue. Parce que c'est souvent, vous savez, quand Claude a écrit son bouquin, c'était 20% avéré
de jumeaux perdus, c'est-à-dire de jumeaux qui vont développer avec vous, jumeaux jumelles, et qui vont arrêter leur développement vers à peu près 2-3 semaines. Parfois moins, parfois un petit peu plus, hein, mais la moyenne c'est 3 semaines. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe quelque chose de terrible, parce que pendant que nous vivons avec ce jumeau, eh bien nous vivons une fusion, hein, comme le disait Nicole. Fusion absolument extraordinaire. Ah oui. Alors il n'y a pas que la fusion d'ailleurs, hein, parce qu'il y a aussi des moments où on vit une grosse rivalité. Ben oui, qu'est-ce qu'il faut sur mon territoire? Oui, parce que vous l'avez vu, on en est encore dans un stade de développement où c'est le cerveau reptilien, hein, cervelet bulbo-rachidien qui se développe. Hein. Et la notion de territoire et de nourriture, elle est très importante, elle est primordiale. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un avec moi, mais oulala, il n'y a peut-être pas de place pour deux. Hein. Donc je peux vivre quelque chose qui va être une histoire d'amour fantastique. Une histoire d'amour que je vais vivre, non pas avec mon corps, mais avec mon âme. Parce que je suis un petit embryon et que ce n'est pas nos corps qui se touchent, un petit peu, si. Mais c'est surtout que nous sommes dans cette télépathie dont on parlait. Hein. Et après, qu'est-ce qui se passe? Quand il s'en va, je me retrouve la plongée dans un désespoir, un découragement. Et puis surtout, je me dis, ben, je vais le rechercher. Et on a des gens qui, bien entendu, vont chercher après à vivre exactement cette même qualité d'amour. Mais ça sera difficile. Ça sera difficile parce que c'est difficile de le vivre uniquement avec l'âme. On va le chercher au niveau des corps. C'est pas tous les jours qu'on trouve un corps qui nous permette de vivre ça. Hein. Une correspondance à ce niveau-là. Mais surtout dans les croyances que je mets en place. Si je l'aimais et qu'il est parti, ça veut dire que chaque fois que je vais rencontrer quelqu'un que j'aime, je vais avoir peur de vivre cette même souffrance. Et vous savez ce qui se passe parfois? Ben, je vais me saboter. C'est-à-dire que avant même que nous arrivions à ce niveau où on est bien ensemble, je vais me débrouiller pour dire ou faire quelque chose qui va casser la relation. J'en souffre. Mais en même temps, j'ai tellement peur de plus souffrir encore en vivant la séparation, en la revivant une deuxième fois. Ok? Vous voyez tout ce qui se met en place. Et puis, il y a des culpabilités aussi, parce qu'il s'en va, mais du coup, pourquoi lui et pas moi? Pourquoi est-ce que c'est moi qui suis restée? Culpabilité du survivant, où je vais pouvoir me dire, mais oula, il va falloir que je le prouve que c'était moi qui étais la plus apte à rester. Et là, je vais rentrer dans une escalade de preuves à démontrer que c'est moi qui ai le plus de valeur, etc., sans jamais être satisfaite. Ça en fait des choses. Hein. Alors, bien entendu que le plus important dans cette histoire, c'est d'aller à la racine de nos croyances limitantes. Et la racine de nos croyances limitantes, elle peut se trouver dans la vie intra-utérine, au travers des exemples que je vous ai donnés, il y en a plein d'autres. Hein. Mais elle peut se trouver aussi dans le moment de la naissance, et ça Nicole nous en a donné de fort beaux exemples. Elle peut se trouver dans l'enfance, parce qu'il y a aussi des moments dans votre enfance où vous vivez des choses et personne n'est là pour vous expliquer. On vit des traumatismes. Hein. Il va falloir aussi aller libérer les croyances. Hein. Une petite fille, par exemple, ou un petit garçon, hein, parce que c'est très fréquent aussi, qui a vécu un viol, hein, eh bien c'est une expérience extrêmement traumatisante, et une expérience dans laquelle elle va mettre en place, ou il va mettre en place, une énorme culpabilité, de la honte, une énorme dévalorisation et un non-amour d'elle-même. Encore une où on va retrouver tous ces boulets, c'est toujours les mêmes, hein, qu'on va recadrer bien sûr. Est-ce que c'est de la faute à une petite fille si elle s'est fait violer? Bien sûr que non. Bien sûr que non, une enfance est toujours innocente. Mais on va aussi aller chercher les racines, et c'est pas nous qui allons la chercher, c'est notre âme, parfois dans des vies du passé. Des vies du passé, parce que parfois, hop, ça va s'ouvrir, vous savez, les portes de notre mémoire, on tire un petit tiroir, et on va tomber sur des vies où on a beaucoup souffert, ou des vies où on a fait beaucoup souffrir. Et nous portons encore pas mal d'empreintes de victimes, et nous portons aussi des empreintes de persécuteurs. Alors, on va en arriver quand on revient ici, à la croisée des chemins. La croisée des chemins, c'est celle où finalement, on va se retrouver juste avant l'incarnation. Et là aussi, notre âme nous y amène. Pourquoi? Combien de gens parmi vous, parfois, se sont dit, c'est pas juste. C'est pas juste tout ce que je vis en ce moment. Et puis, d'ailleurs, je n'ai pas demandé à venir. Combien d'entre nous l'ont dit ça? Combien de fois je l'ai entendu? Et figurez-vous que quand on revient avant l'incarnation, on va retrouver des choses. On va retrouver des choses un peu comme dans nos solars. C'est-à-dire qu'on va tous retrouver que nous avons dit oui. Nous avons dit oui, mais on l'a un peu oublié.
il y a plusieurs plans. Il y a plusieurs plans, il y a ce plan assez haut, où nos âmes sont là, et elles disent oui. Elles disent oui parce qu'il y a des raisons pour ça. C'est quoi les raisons? Regardez. Les raisons, c'est que finalement, la vie est un mouvement perpétuel. Elle avance, et nous avançons. Elle est toujours en expansion. Et puis à un moment donné, nous rencontrons des murs. Nous rencontrons des obstacles. Moi, j'appelle ça des murs. Des murs épais. Et des obstacles qu'on a tous rencontrés. Je connais personne de parfait ni qui a vécu avec des parents parfaits, ça n'existe pas. Ça veut dire que ces murs, ces difficultés plus ou moins grandes, eh bien, comme nous nous retrouvons bloqués devant, nous sommes obligés de faire quelque chose. Je ne peux pas rester dans la vie derrière un mur. Autrement dit, il va falloir que je le casse, que je passe par-dessus, par-dessous, que je creuse, que je fasse un détour, mais je ne peux pas rester devant le mur. Ça veut dire que je vais mettre en place, de façon obligée, des ressources très particulières. Lesquelles? Celles dont mon âme a besoin pour évoluer. On arrive tous avec des petites valises différentes. Hein. Moi, j'aime bien l'histoire des petites valises. Hein. Et dans mes petites valises, eh bien, j'ai l'autonomie. Mais j'ai pas l'amour de moi. Et toi, qu'est-ce que t'as? Ah, t'as le discernement. Oh, dis donc, c'est bien ça. Ah, mais t'as pas l'amour de toi non plus. Ah, c'est intéressant. C'est ça que je viens chercher. Et je vais le chercher comment? Je vais le chercher parce que je vais être obligée de le faire. Parce que figurez-vous que si vous n'y étiez pas obligé, vous feriez comme moi. Vous savez, quand on me met sur une plage dans un transatlantique, avec le bruit de l'eau, les petits oiseaux qui gazouillent, moi je me mets les pieds en bouquet du haie, comme on dit. Je bouge plus, je suis très bien. Qu'est-ce que je vais m'enquiquiner à développer quoi que ce soit? De quoi qu'on parle là? Non, par contre, si je suis obligée de faire les choses, voilà, j'y suis obligée, j'y vais, quoi. C'est fou ce qu'on est paresseux dans la nature humaine. Hein. Donc, il faut bien trouver quelques astuces. Et c'est ça. Mais c'est aussi le sens des choses. Ça veut dire que si nous avons vécu toutes ces difficultés, petits, et dans les vies du passé, c'est aussi, quelque part, pour être en capacité de mettre en place ces ressources. Un jour, j'ai accompagné une dame, et elle a vu son âme, une image de son âme. Hein. Eh bien, c'était une très jolie boule, une boule à facettes comme on trouve dans les discothèques. Hein. J'imagine qu'il y en a encore dans les discothèques, moi j'en ai pas fréquenté depuis longtemps, mais c'était joli en tout cas, moi j'aimais bien, il y a plein de lumière dessus. Et cette dame, elle a vu plein de lumière sur sa boule à facettes. Et puis il y avait des tas de petites facettes qui étaient sombres, toutes noires. Et elle m'a dit, voilà, ça c'est ce que j'ai pas encore développé. C'est intéressant, hein? Ce sont ces ressources que nous venons mettre en place. C'est ça le sens. Hein. Alors, un jour j'ai une dame qui est venue et qui était chef d'entreprise, avec une très belle réussite en tant que chef d'entreprise. Elle avait une superbe équipe, elle manageait de façon extraordinaire, elle en était fort fière. Sauf qu'elle venait parce qu'elle n'arrivait pas à trouver d'homme dans sa vie, elle avait 42 ans. Et en plus, elle aurait bien aimé avoir un enfant, et l'horloge biologique commençait à compter. Oui, ça marche. Oui, alors je vais peut-être parler... Je voulais simplement vous dire que cette femme-là, petite fille, à 7 ans, sa mère lui a dit, maintenant je viens de faire le 4e enfant, à partir de maintenant tu vas t'en occuper, puis tu feras à manger à ton père aussi. À 7 ans, elle a perdu sa vie d'enfant. Elle a perdu sa vie d'enfant, et elle venait pour ça. C'est-à-dire qu'elle avait développé, grâce à ça, à cause de ça, de l'autonomie, de la débrouillardise, d'accord, le sens de l'organisation, le sens des responsabilités. Mais elle avait toujours cette épine dans le cœur. Ces ressources qu'elle a mises en place, aujourd'hui, ça faisait sa fierté, c'était sa réalisation professionnelle. Elle a accompagné sa petite fille intérieure, elle a revisité ces moments-là, et elle a accepté les choses. Un jour, elle est arrivée dans mon cabinet, elle m'a dit, vous savez, Christine, si c'était à refaire, je le referais. Parce qu'elle tient à ces ressources. Moi, je ne serais pas thérapeute si je n'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu. Et si c'était à refaire, je le referais. C'est ça la réalisation. Vous portez tous à l'intérieur de vous, vous êtes unique. Un potentiel de réalisation qui est unique. Et c'est de ça dont nous parlons, hein. C'est de pouvoir réaliser ce potentiel, c'est ça la réalisation que vous attendez tous, c'est-à-dire finalement de donner au monde ce que vous portez tous de façon tout à fait unique. Alors, maintenant, quand on va faire un petit tour avant l'incarnation, qu'est-ce qu'on voit? On va voir nos parents. En fait, on va naître dans une famille particulière. Pourquoi choisir
2 par an parmi les milliards qui sont disponibles sur la planète.